something in this box. I don't want you to get too excited. It's only a loan. If you were gonna buy this, how much would it cost? $250,000. Regardez-les, c'est pas trop romantique ça? Qu'est-ce qui brille le plus, les yeux de Julia Roberts ou les diamants autour de son cou? Le diamant, meilleur ami de la femme, c'est ce que chantait Marilyn, n'a pas son égal pour sublimer sa beauté. Le diamant, symbole de richesse par excellence, pierre précieuse parmi les pierres précieuses, rare et exceptionnelle, vaut des milliers de fois plus cher que l'or. Le diamant, symbole de l'amour, pur et limpide et surtout éternel, comme lui, et qu'on offre à celle que l'on aime comme la garantie d'un engagement à vie partout dans le monde. C'est un joyau précieux et un fragment d'infini, une merveille aux propriétés exceptionnelles qui a mis des millions d'années à se former au cœur de la Terre. Chaque pierre est unique et chargée de sa propre histoire et... Attendez. Derrière l'éclat inimitable de ce diamant se cache une réalité un peu moins brillante. Oubliez tout ce que vous savez sur le meilleur ami de la femme et pardon de casser le délire, mais... Le diamant ne s'avère finalement pas si rare que ça. Il serait vendu bien trop cher comparé à sa valeur réelle. Et depuis quelque temps déjà, les procédés d'obtention soulèvent les critiques et compliquent les ventes face à un public de mieux en mieux informé et qui ne veut plus de diamants de conflit. Pendant très longtemps, le marché du diamant, c'était lui, Cecil Rhodes, un homme d'affaires et impérialiste britannique au service de Sa Majesté la Reine Victoria. C'est lui qui en a fait la pierre précieuse éternelle que tous les amoureux du monde s'échangent aujourd'hui. C'est lui qui en a dirigé la production et qui a concentré l'exploitation de tous les gisements du monde entre les mêmes mains, les siennes. Et naturellement, c'est lui qui a dicté les prix pendant des décennies. Mais rien ne dure éternellement, sauf un diamant, selon Cécile. Depuis le début du siècle, autrement dit depuis hier, des troubles faits viennent bousculer la belle machine mise en place par Cécile, et comme des éléphants dans une bijouterie, ils impriment sans se gêner de gros bouleversements sur un marché du diamant en pleine mutation, face à de nouveaux modes de production et de nouveaux usages. Si Cécile revenait parmi nous aujourd'hui, il ne reconnaîtrait plus rien, à commencer par les prix, en baisse régulière depuis 2020, et qui se sont effondrés de 33% depuis mars 2022. Il faudrait d'abord que je lui explique que son marché du diamant en 2023 a beaucoup changé depuis son départ et qu'ensuite je lui fasse visiter les nouveaux locaux bien plus grands qu'avant. Mais le tour sera vite fait, la planète diamant ne compte pas beaucoup d'habitants et ses dimensions ne dépassent pas les 70 milliards de dollars. Et puis, il y a diamant et diamant, le diamant industriel et le bijou. Mais en revanche, ce qui s'y est passé et ce qui s'y passe encore mérite d'être raconté. Protégez-vous les yeux, ça va briller. Voici une histoire qui vaut son pesant en carats. Et comme nous sommes sur Money Radar, on verra en fin de vidéo s'il est possible et intéressant d'investir dans le diamant. Mais juste avant, on tenait à vous parler de notre tout nouveau guide 100% gratuit sur comment investir en bourse en 2024, quel support d'investissement, quels dispositifs fiscaux, quelle plateforme. Plein de questions aujourd'hui auxquelles nous répondrons en détail pour vous aider à gagner de l'argent. Alors rendez-vous en description, on vous met le lien. Pour parler diamant, parlons d'abord d'amour. L'histoire d'amour que je vais vous raconter est née de la rencontre d'un jeune fils de pasteur et d'une pierre précieuse en 1871. Enfant malingre et asthmatique, Cecil Rhodes est âgé de 18 ans quand il part rejoindre son frère aîné sous le climat plus clément de l'Afrique du Sud, alors colonie britannique depuis 1652. Pas très intéressé par le travail de la ferme familiale, Cecil a de plus grandes ambitions. C'est un impérialiste de la première heure et il s'est mis en tête d'offrir l'Afrique à la couronne britannique du Caire au Cap. L'année de son arrivée, des enfants découvrent des diamants près d'une cheminée volcanique à Kimberley, une ville située environ à 1000 km au nord-est du Cap, et l'événement déclenche une ruée. Cécile en fait partie, mais il n'est pas là pour prospecter. Il s'installe à proximité des exploitations et vend de l'eau et des vivres aux mineurs, puis leur propose des services complémentaires, des pompes et des systèmes d'évacuation avant de commencer à distribuer des crédits. En quelques années seulement, de juteux accords lui permettent de racheter toutes les concessions une par une et d'éliminer ses concurrents. Pour assembler sa collection de mines de diamants, il s'offre un écrin à la hauteur de sa nouvelle fortune, une société qu'il baptise The Beers en 1880.
En 10 ans seulement, De Beers prend le contrôle de 95% de la production mondiale de diamants bruts, alors principalement concentrée en Afrique du Sud, et Cecil est devenu un homme puissant. Désormais milliardaire, la reine Victoria lui accorde le monopole et interdit à l'Inde d'exploiter ses propres gisements. Il finit par être nommé Premier ministre de la colonie du Cap en remerciement de ses services. En parallèle, il dirige le marché mondial du diamant d'une main de fer, un marché qu'il a lui-même contribué à créer et qu'il organise de façon à en garder le contrôle en toutes circonstances. En 1900, tous les diamants du monde sont achetés ou extraits par De Beers. Ils voyagent ensuite vers Londres où se trouve la Diamond Trading Company, un organisme centralisateur chargé de gérer les stocks mondiaux et les prix, et filiale de De Beers. Chaque mois, les pierres extraites sont contrôlées, estimées et partagées entre les membres d'un parterre de 150 à 200 diamantaires en fonction de leurs besoins, des besoins estimés directement par les services personnels d'espionnage de Cecil. Si en théorie, la quantité, la qualité et les prix étaient négociables, personne n'osait refuser les conditions proposées par la DTC, de peur d'être exclu. Mais l'afflux de nouvelles pierres extraites de ses propres exploitations commence à faire baisser les prix. Pour les contrôler, la DTC achète et stocke, pendant que Cecil s'évertue à élargir la demande avec une stratégie de communication qui restera parmi les plus efficaces de toute l'histoire de l'humanité. Hier encore réservé uniquement aux grandes familles sous son statut de pierre précieuse, il fallait absolument trouver de nouveaux débouchés. C'est dans ce contexte que naît le fameux slogan « Diamonds are forever », 3 mots qui vont suffire pour convaincre un jour des millions de fiancés dans le monde d'offrir à leur partenaire un solitaire ou une Trinity Ring ornée de 3 diamants et faire perdurer le monopole de De Beers pendant plus de 100 ans. Avant de continuer, parlons d'abord un peu diamants, car contrairement à d'autres actifs précieux comme l'or ou le platine, il y a plusieurs diamants et ils ont tous un prix différent. Sur le plan chimique, ils sont identiques. Un diamant, c'est du carbone sous sa forme cristallisée. Il en existe de toute taille, forme, pureté ou couleur. Il y a même du noir, beaucoup plus ancien que le diamant blanc. Il faut des millions d'années et des températures infernales pour qu'il se forme au plus profond des entrailles de la Terre. Les endroits où il remonte à la surface sont peu nombreux et souvent difficiles d'accès. Les géologues ont identifié environ 1500 cheminées, comme celle de Kimberley, mais la plupart sont stériles ou détruites par l'érosion. Le diamant est donc un produit rare qui justifie officiellement son prix par les difficultés d'extraction et de transformation. C'est aussi le matériau le plus dur qui existe. Rien à part un diamant ne peut ébrécher un diamant. C'est pourquoi il est utilisé dans l'industrie pour la fabrication de trépans de forage indestructibles, dans l'électronique pour transmettre les impulsions au cœur des semi-conducteurs, ou encore en médecine, où les scalpels les plus précis sont équipés de lames en diamant inusables. Enfin, quand il est taillé et poli, c'est le plus brillant de tous les minéraux. Il y a encore 20 ans, les diamants de chez De Beers négociés à Londres s'échangeaient principalement à Anvers, en Belgique, là où sont installés la plupart des diamantaires depuis le XVe siècle. Les plus petits et les plus grossiers partent pour l'industrie, les autres sont calibrés et évalués selon leur poids, leur couleur et leur pureté et se dirigent vers les géants du luxe. 1 carat, c'est 0,2 g et c'est minuscule et c'est horriblement cher. C'est la taille d'un solitaire de 6,5 mm de diamètre et qui vaut selon sa qualité entre 3 276 et 22 915 € chez les joailliers. Les gros diamants sont les plus rares et donc les plus chers, mais chaque pièce est unique, porte sa propre histoire et vaut son propre prix, et il n'est pas rare de constater des écarts de prix qui vont de 1 à 900. Un diamant destiné à l'industrie, lui, ne vaut guère plus d'$1 le carat. Les diamants consommés par les industriels chaque année au début de notre siècle, 95% de la production, étaient valorisés à environ $1 milliard, pendant que les 5% destinés au secteur du luxe ont trouvé preneur pour un total de $8 milliards. Pas facile d'évaluer la véritable valeur d'une pierre, mais une chose est certaine et fait consensus au sein de la grande famille des diamantaires, le prix du diamant est largement surévalué, a longtemps été maintenu artificiellement par la DTC et De Beers à des niveaux élevés. À l'aube de l'an 2000, De Beers est toujours là, mais n'a plus du tout le même visage. Ce n'est plus l'empereur du diamant, il a perdu son monopole. En 1930, après la mort prématurée de Cecil, qui fumait en dépit de son asthme, la société a changé de main, mais son nouveau propriétaire, Ernest Oppenheimer, a conservé les principes de son créateur. Ernest fixe définitivement l'axe du commerce du diamant sur une ligne qui relie l'Afrique du Sud, Anvers et Londres. Un trait vertical sur la carte qui va perdurer jusqu'à la fin des années 90, avant de plier sous les pressions d'une cascade d'évolutions que ni lui ni Cecil n'auraient pu prévoir. Enfin, je dis ça, mais les évolutions en question, De Beers les a bien vues venir, seulement il n'y a pas cru. Et il a pris beaucoup de retard sur ceux qui sont aujourd'hui devenus ses concurrents.
La première révolution, ou plutôt le plus gros drame pour le diamantaire, a été la découverte du diamant de synthèse dans les années 50. C'est le même assemblage d'atomes de carbone sous forme cristallisée, sa pureté est parfaitement contrôlée et ses propriétés sont exactement les mêmes que celles du diamant naturel. La seule différence entre une pierre naturelle et une pierre de synthèse est absolument invisible, c'est son âge. L'une accuse des millions d'années, tandis que l'autre n'a que quelques jours, voire même quelques heures. C'est l'américain General Electric qui s'empare de la découverte dans les années 50 et met au point un procédé de fabrication à l'échelle industrielle. Évidemment, au début, produire un diamant en laboratoire coûtait 2 bras et une jambe, mais avec les progrès technologiques, les prix ont considérablement baissé. De Beers a eu beau décocher une campagne de communication comme elle en a le secret pour vanter les mérites d'une vraie pierre naturelle, le diamant de synthèse a trouvé son public et représente à la fin 2007 déjà 17% des ventes de diamants dans le monde. Mais il n'y a pas que ça. De nouveaux gisements ont aussi été découverts qui ont permis à de nouveaux acteurs très agressifs d'entrer dans la danse, d'abord en Afrique, en Angola et au Congo, puis en Russie. Les plus gros concurrents de De Beers émergent en Australie au début des années 80, puis au Canada en 1998. Ils s'appellent Rio Tinto et BHP. Ils ont des moyens financiers que De Beers n'a pas. Et quand leur première pierre déboule sur le marché, la DTC intervient toujours pour maintenir les prix, mais elle ne décide plus rien. Après la Deuxième Guerre mondiale, les diamantaires juifs d'Anvers sont pour la plupart tous fuis vers New York ou Tel Aviv, et ils y sont restés. Petit à petit s'est dessinée une nouvelle ligne de grands centres de diamantaires qui part maintenant de New York, passe par Londres et Anvers, se poursuit à Tel Aviv, à Dubaï, qui se veut le pôle diamant du Moyen-Orient, et qui se termine en Inde, à Mumbai, qui a repris l'exploitation de ses propres gisements à la chute de l'Empire britannique. Ces bourses mondiales de diamants établissent de nouvelles normes en matière de transactions en toute indépendance et ont remplacé l'ancienne ligne verticale tracée par De Beers. Enfin, l'Afrique du Sud n'est plus le premier producteur mondial et les choses ont aussi beaucoup changé. Avec la fin de l'apartheid et le Black Empowerment, les exploitations historiques de De Beers ont été peu à peu rachetées par le gouvernement et des ateliers et artisans tailleurs locaux sont directement venus manger dans l'assiette du Britannique. De Beers part alors chercher fortune au Botswana, mais l'Afrique se rebelle. Contrebande, rébellion, vol, le trafic de diamants finance celui des armes et les activités sont perturbées. Du côté du public, plus personne ne veut de ces diamants, parfois extraits par des mains d'enfants et tachés du sang africain. Les clients demandent des certificats d'origine, difficiles à produire, et se tournent vers ce qu'on appelle des diamants du froid, extraits en Sibérie ou en Alaska. Peu à peu, la position dominante de De Beers s'effondre, les réunions à la DTC sont contestées, elle ne collecte plus qu'une petite moitié des diamants du monde. La société cotée à Londres est retirée de la bourse en 2001, une opération financée par la banque suisse UBS et qui permet à la famille Oppenheimer de récupérer son bébé. C'est un beau bébé de presque 18 milliards de dollars qui réalise 5,7 milliards de dollars de ventes et 1,7 milliard de bénéfices nets, mais qui ne contrôle plus grand-chose sur un marché ultra mondialisé où l'abondance de diamants et de diamantaires a fait inexorablement chuter les prix. Le monde des diamantaires est resté minuscule, concentré entre quelques centaines de noms. C'est un microcosme qui fait travailler environ 1,5 million de personnes, parfois dans des conditions très dures, mais qui reste attaché à des traditions et des usages qui n'ont pas disparu avec la fin du monopole de Beers. Il se décompose en 5 secteurs principaux. L'exploitation et l'extraction de diamants bruts, principalement situés en Australie, au Canada, en Russie, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud, des activités particulièrement controversées. Le traitement des pierres et leur taille pour éliminer les impuretés et les transformer en gemmes destinées à la joaillerie qui transforme les pierres en bijoux. Tout ça fait marcher le business des diamantaires, intermédiaires qui achètent en gros, contrôlent et revendent en fonction des besoins. Et enfin, l'investissement sur des pièces exceptionnelles reste un micro-marché dans le micro-marché. Ces diamants ne sont pas nombreux, mais certaines pièces font l'objet de vues de riches investisseurs qui espèrent réaliser une plus-value. Tout se passe sur les bourses de diamants qui proposent leurs services pour faciliter les transactions et parfois hébergent des ventes aux enchères. En 2022, les mineurs ont arraché 119 millions de carats aux entrailles des cheminées volcaniques, dont 76,5 millions de pierres précieuses qui sont parties pour la joaillerie et 43,5 à destination de l'industrie. Pour établir le prix correct d'une pierre ou juste se faire une idée, les diamantaires se basent sur diverses cotes disponibles fournies par les bourses. Ils peuvent aussi consulter le Rappaport Diamond Report qui propose une liste de diamants à vendre, leurs caractéristiques et leurs prix. Je vous mets le lien si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil. Attention, les bourses ne concernent que les diamants naturels. Il n'y a pas encore de cote officielle pour les diamants de laboratoire. Le marché est encore trop petit pour s'organiser. Alors, puisqu'on en est à parler d'argent et de bourse, on a eu vite fait de se demander s'il était possible d'investir dans le diamant et surtout si ça valait le coup.
Après tout, un diamant peut être considéré comme un actif au même titre que l'or ou d'autres métaux précieux. Et comme pour l'or, il y a plusieurs façons d'acheter un diamant. D'abord la plus simple, physiquement, en se fournissant directement auprès d'un professionnel de la bijouterie ou de la joaillerie, qui pourra vous certifier la provenance de votre pierre et vous garantir sa qualité. Mais attention, rien ne vous dit que sa valeur demain sera supérieure à celle d'aujourd'hui. Comme il y a abondance de diamants, les cours ont tendance à baisser et se sont même effondrés d'un tiers en un an, une correction que personne n'a pu contrôler, pas même De Beers. Le diamant d'investissement est donc un produit plutôt risqué. L'autre façon d'investir, c'est par l'intermédiaire des marchés, en visant les sociétés cotées qui opèrent dans le milieu et dont voici un aperçu. Elles sont toutes étrangères et aucune n'est cotée en euros. Les 3 plus gros acteurs actuels sont chinois, sud-africains et russes. Le chinois s'appelle Northern Rare Earth. Valorisé presque 11 milliards de dollars à Shanghai, il ne produit pas que des diamants, mais vend exclusivement sur le marché chinois. Malgré une chute du titre de 45% en 2022 et de 15% en 2023, liée d'abord aux conséquences de la pandémie et la levée tardive du zéro Covid, puis aux aléas du marché, ses fondamentaux restent solides, ce qui justifie une recommandation à l'achat avec un objectif de cours de plus 38% à 6 mois. Le Sud-Africain, c'est Anglo American, ancien partenaire de De Beers, qui est aussi premier producteur mondial de platine, valorisé près de 10 milliards de dollars américains à Johannesburg et 34,6 millions de carats de diamants vendus en 2022. Mais dernièrement, le groupe n'a plus les faveurs des analystes. Lui aussi a reculé de 46% depuis avril 2022 et malgré de gros efforts en matière de respect des critères ESG, les objectifs de cours sont régulièrement revus à la baisse. À la 3e place, on retrouve la russe Alrosa, 482 milliards de dollars en bourse et 85 milliards de chiffre d'affaires, dont 93% en diamants, mais avec le blocus, impossible d'accéder aux places financières russes depuis l'Europe. Il n'y a pas d'indice officiel du prix du diamant, et ne cherchez pas de tracker, à ma connaissance, il n'y en a pas non plus, mais si je me trompe, n'hésitez pas à commenter. Attention au moment du choix, n'oubliez pas que rares sont les sociétés minières à afficher des scores de responsabilité ESG aussi brillants que les pierres qu'elles nous vendent à prix d'or. Pour en savoir plus sur le respect de l'éthique et des droits fondamentaux dans une société, rendez-vous par exemple sur le site de Refinitiv, qui publie régulièrement les scores des sociétés cotées. Et pour celles et ceux qui ne sont convaincus ni par la première solution ni par la deuxième, il vous reste une 3e voie, plus divertissante, partir chercher vous-même vos diamants dans la nature. Rendez-vous dans l'Arkansas, au Diamond Crater State Park, où pour 10 $, vous êtes autorisé à fouiller le sol et à garder tout ce que vous y aurez trouvé, comme Kevin. Il a déniché une pierre brute de 9 carats en 2020 qui a fait de lui un millionnaire. Kevin n'est pas le seul à avoir eu de la chance. Quelques années avant lui, Kalel, 14 ans, est tombé sur une pièce de 7,4 carats, estimée alors à un demi-million de dollars. Selon un responsable du parc, 1 à 4 diamants sont trouvés chaque jour, mais ils ne dépassent pas le quart de carat. Il n'y a pas de diamants en France, mais les moins aventureux pourront se contenter de belles balades en Auvergne, entre Issoire et le Puy-en-Velay, où ils auront peut-être la chance de tomber sur un saphir ou un grenat. C'est pas mal non plus. Mais attention, la région est actuellement victime d'une ruée vers le saphir qui pose de gros problèmes aux habitants et à la faune locale, donc mieux vaut éviter le secteur. Vous l'aurez compris, et malgré le plaisir que l'objet représente, c'est assez difficile de recommander le diamant en tant qu'actif financier. Ça revient à investir sur les activités minières et sur un marché déséquilibré où l'offre surabondante ne permet plus de contrôler les prix. Avouons qu'il y a quand même plus rentable et moins risqué, même à long terme. Mais on finit sur une bonne nouvelle pour les futurs mariés du monde. La facture pour les alliances devrait être moins salée que prévu. De quoi chouchouter vos invités en leur offrant quelques douceurs en plus et faire en sorte que votre mariage leur laisse un souvenir éternel. Et ça n'a pas de prix. N'oubliez pas d'aller voir notre guide ultime sur comment investir en bourse en 2024. On vous met le lien en description et en plus, c'est 100% gratuit. J'espère que de votre côté, vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur la chaîne. Et si c'est le cas, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Surtout, prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.